Bienvenue à vous, très heureuse de vous retrouver ce matin. Donc nous sommes jeudi 22 juin. Ce matin, nous aurons bien entendu un point météo avec Amel Laribi, mais nous recevrons donc aussi une auteure, donc c'est Houria Bouayed. Elle est l'auteure du livre Le Caroubier d'Azefoun, la terre d'Azefoun en commun. Elle viendra nous parler donc de ce livre et elle sera en compagnie de Zitoun Kerkadan. Lui a fait l'illustration de ce livre. Ils nous diront tout donc sur ce nouvel ouvrage. Donc nous continuerons toujours. Nous recevrons Aqila Al-Lallahom. Donc elle est artisane savonnière. Elle nous parlera donc de son nouveau métier. Elle n'a pas été toujours dans ce domaine. Elle nous parlera donc de son nouvel amour pour l'artisanat et tout ce qui est beauté. Nous continuerons. Donc nous irons du côté de la mer. Donc avec l'association Récif. Eux nous parleront d'une nouveauté. En fait, ils nous parleront d'un événement qui va démarrer pour la saison estivale. Donc, ça sera exactement donc, pour les enfants handicapés, pour les personnes atteintes d'autisme. C'est une nouvelle et ils nous diront tout sur ça. Et bien entendu, toujours, nous finirons avec un point de musique puisque ce soir, un événement au Bardo va se dérouler. Donc, ça sera un concert de musique andalouse. Ils seront là pour nous dire un peu plus. Voilà, et bien entendu, toujours la météo avec Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, merci. Alhamdoulilah, tu nous fais la pluie et le beau temps? Ah oui, mais très humide aussi. Hein. Franchement. Franchement. Très humide ces derniers temps, c'est quand même oui. très On dur. suffoque même. Oui. Avec aussi beaucoup de sable. Hein. Exactement. On en parlait ce matin, donc tout à fait. il pleut pas, mais il y a du sable qui nous tombe doucement. Voilà. Ça monte un peu sur les régions côtières. Alors dis-nous tout, Amel. Allons-y. Merci Mariam. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale près des côtes centre et est, donc un temps très humide sur les régions côtières et proches côtières, puis des nuages bas persistants durant cet après-midi vers les côtes centre et est. Ailleurs, le temps restera partiellement voilé à dégager. À noter des vents assez forts sur les hauts plateaux du centre qui peuvent engendrer quelques particules de sable en suspension et qui peuvent remonter, mais près des côtes centre durant la journée. La moitié sud, un ciel souvent voilé, l'extrême sud, le Gard, le Tassili, avec des foyers orageux qui peuvent donner quelques pluies durant la journée. Ailleurs, rien à signaler. Le temps restera plutôt dégagé, mais à noter des ondes de sable sur la Sahara, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt élevées par endroits, mais plus au nord. Le maximum, cette fois-ci, 38 degrés du côté de Constantine, Batna, 37 Rolizane, Tiaret, Mascara et Chlef, 35 à Al-Beyer de Djelfa, 31 Oran, 34 à Tlemcen, 28 seulement du côté de Annaba, 29 Alger, au sud, 38 degrés à Tindouf, 40 Béchar Biskra, 42 à Gardaya, 40 à Manrasset et Janet, 46 Ingezam, et le maximum cette fois-ci, Adrar, Insalah, Bojbedi Mourtal, avec 47 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur les côtes ouest, centre et est, avec des vents faibles jusqu'à 30 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents seront de secteur sud-ouest sur les côtes ouest, de secteur ouest sur les côtes est, et 10 à 20 km/h sur les côtes centre, et les vents seront variables. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h09. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui merci. Valérie. Alors j'ai appris dernièrement que donc, ces soulèvements de sable, ces petites particules traversaient l'Atlantique et se retrouvaient en Amazonie. Et, ah bon oui, effectivement. Et on dit que si l'Amazonie est aussi foisonnante, oui. C'est grâce à toutes ces particules en fait qui se déposent. Ah d'accord, donc c'est bénéfique. C'est des pluies, voilà. C'est bénéfique. Effectivement. Donc on ramène la graine avec elle. Oui. Oui, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup Amel. Merci. Alors je te propose d'écouter avec nous tout de suite le groupe Day. Ejrulia.
Il y a le groupe Day et pendant ce temps-là, Houria Bouayed m'a rejoint. Bonjour Houria. Bonjour Myriam. Très heureuse de vous recevoir ce matin. Merci. Vous avez déjà fait voyager à travers votre livre et ce matin, vous allez faire voyager le téléspectateur en nous parlant donc de votre œuvre. Merci d'être là. Merci à vous pour votre invitation. Et à vos côtés, donc Zitoun Kirkaden. C'est ça. Voilà, donc vous avez un très joli prénom. Merci beaucoup, voilà. C'est gentil. Vous avez illustré le livre. Tout à fait, oui. On parlera aussi donc de ces illustrations et surtout de votre collaboration. Houria, Azfoun, sous toutes ses couleurs, sous tout, on va dire avec tous ces personnages qui ont marqué, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et vous en parlez, je ne sais pas si vous avez pu parler de tous, mais vous avez parlé de ceux qui ont réellement vraiment marqué l'histoire de cette région et l'histoire de toute l'Algérie. Absolument, absolument. J'ai essayé de parler des personnalités artistiques les plus emblématiques de la région. J'en ai certainement peut-être oublié certaines. Il y a d'autres personnes qui sont un peu moins connues dont j'ai parlé. Mais en fait, ce qui était intéressant à Azfoun, c'est qu'il y avait une palette, en fait, comme un éventail de personnalités dans tous les domaines de l'art. Donc il y a la musique, et la musique sous toutes ses formes, il y a le cinéma, le théâtre, la littérature. Le cinéma. Oui, le cinéma également. Donc vraiment un éventail incroyable. Alors pour reparler de la musique est vraiment sous toutes ses formes. Alors le shahabi, on sait très bien que la Casbah d'Alger et Azfoun, il y a un lien incroyable, et notamment le shahabi qui est né à la Casbah d'Alger par des personnes originaires d'Azfoun. Haj Mohamed Lanqa. Effectivement, il y a une pléthore de personnalités originaires d'Azfoun. Vous avez aussi la musique symphonique. On en parle un peu moins, mais Igor Bouchen est un grand musicien symphonique. Vous avez également alors les voix de l'exil, les voix féminines de la région. Comment parler d'Azfoun sans parler de Hnifa? Hnifa qui a été la voix, qui a été très... elle était vraiment en avance sur son temps. Elle a parlé non seulement de l'exil, mais aussi de la condition de la femme. Et c'était très, très important dans le cadre de ces années. Dans la musique, il y a la musique algéroise, avec Hamidou, donc un contemporain. J'ai essayé d'être un petit peu, de ne pas parler d'Azfoun qu'au passé, mais aussi d'en parler au présent. Par rapport à la musique. Alors peut-être que vous allez m'aider quand on verra les différentes images, les portraits qu'a fait magnifiquement bien Zitoun Kirkaden. Donc on est en train, en même temps que vous parlez, on commence un peu à voir doucement donc tous ces personnages. Dites-moi, comment en fait c'est fait? Je sais que tout à l'heure en coulisses, on a eu le temps un petit peu de discuter. Donc vous m'avez dit que vous vous connaissez depuis très très longtemps. Mais comment en fait est venue l'idée d'illustrer le livre? L'idée était toute simple en fait. Houria m'a fait part de son projet d'écrire son livre. Et puis, elle m'a un petit peu résumé le contenu et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, elle veut parler des artistes qui ont émergé dans la ville d'Azfoun. Et je me suis dit, pourquoi pas alors dans ces cas-là illustrer par un artiste. Et donc j'ai soumis la proposition et puis elle était enchantée du projet. Puis voilà, c'est parti comme ça. La couverture aussi, donc la couverture n'est pas anodine. Vous avez fait page aussi, de couverture qui n'est pas anodine, Houria va en parler d'ailleurs. C'est une terre qui est craquelée. Et voilà, c'est une demande d'Houria. Effectivement, c'est parti de ça, notre collaboration, c'est parti de la couverture. Pour moi, c'était important de préserver en fait ce côté artistique. Azfoun est connu comme un berceau artistique, mais comme je vous disais tout à l'heure, il fallait qu'on en parle au présent.
et donc faire un beau livre. Et la couverture, j'ai sollicité mon ami Zitoun Kerkaden pour faire une couverture. Donc c'est une œuvre, c'est une peinture, donc on l'interprète comme on veut. Et l'idée, c'était de faire la terre, et puis des morceaux de terre. Alors le titre, c'est le caroubier d'Asfoun, cet arbre emblématique et symbolique de la région. On pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez bien. Mais c'est aussi la terre d'Asfoun en commun. Alors je le dis souvent, mais bien évidemment, là je parle d'Asfoun, mais ça concerne notre terre entière en commun, bien évidemment, c'est ce qui nous lie, la terre. Et je voulais des morceaux de terre, donc c'est vrai que Zitoun m'a soumis plusieurs projets et je voulais que ces morceaux de terre forment la terre entière. Et ce qui est intéressant, quand j'ai fait une émission, une journaliste m'a dit « Ah ben j'ai l'impression, je vois des racines ». Alors racines, ça ramène à identité, donc c'est complètement le thème. Le but. Absolument, c'est le but, et donc ça a marqué. Puis c'est une œuvre, donc on la regarde comme on l'interprète comme on a envie. Et effectivement, ce que disait Zitoun tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. C'est que quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit non, je vais aller plus loin que la couverture. Et je pense que le fait de parler de tous ces personnalités artistiques, il m'a dit je vais en faire des portraits. Il a fait de magnifiques portraits. En fait, c'est très intéressant comme ça au cours en parcourant le livre, parce que il y a les personnes qui ne connaissent pas ces personnages, on rend une idée. Moi, je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir mettre un visage sur un nom. Absolument. Surtout quand on n'est pas de la région, qu'on lise le livre à l'étranger ou que ça soit, j'imagine qu'il va être traduit. Donc en même temps, voilà, il a été déjà traduit. Non, j'aimerais bien. C'est un projet effectivement voilà, qui soit traduit. Et ce que vous dites, c'est vrai. À partir du moment qu'on illustre, on dit bien qu'une image vaut 1000 mots, je crois. Quand on illustre, ça permet de visualiser les visages. Alors il y en a certains qui ne les connaissent pas forcément et qui disent ah mais je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu cette personne à la télé, etc. Donc il essaie d'en savoir plus. Par rapport aux portraits, l'idée c'était pas des portraits un peu conventionnels avec des dates, etc. L'idée c'était vraiment que ces personnalités rentrent à la maison. Hein. Le livre, on le rentre à la maison, qui rentrent à la maison et qui deviennent un petit peu plus familiers et qu'il y ait de l'émotion. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions à écrire sur ces personnalités artistiques qui sont bien au-delà d'Asfoun. Et je voulais que cette émotion transparaisse à la lecture et surtout également à la vision de ces portraits. Voilà. On reviendra tout à l'heure encore sur les portraits qu'a fait M. Kerkaden. Mais par contre, on va d'abord écouter un petit extrait du poème que vous avez de Kamel Hamadi. De Kamel Hamadi. Voilà. Très bien. هذ شكرا ويد يشفون ذويد يسنن هاد سنولفون أشحال دي سمي شرور خن يكيد يفكان دازفون أشالاقي يتربيهم يفكاد الدريا ثنقام ذا الشباحة ما يقتبيبيهم أبحريس دي الموسيقى السكسي دي فر الشعبيهم دي سبان الحاج العنقام السكسي دي فر الشعبيهم العنقيس مريزق العنقام يفغ ثمورث ذا مشطوح ذا مزيان ذيك سدهشن يفغ ثمورا يروح يفان سقويد يحرشن سوا غيني زين الشبوح يدي سباني قربوشن سوا ليني زاد دي شبوح يدي سباني قربوشن. Voilà un très très bel extrait où on raconte Asfoun en poésie. En fait, Asfoun est une très longue histoire déjà bien avant vous, puisque votre grand-père est un personnage lui aussi peut-être anonyme, pas connu au grand public, mais en fait il a bercé votre enfance et surtout son retour de l'exil de Cayenne. Oui, c'est ça, il a été exilé. Absolument. En fait, vous avez bien compris que le lien de ce livre, c'est Asfoun, ce territoire qui a tant donné. Mais je m'étais dit que c'était important de parler des personnalités artistiques. Je parle aussi des révolutionnaires, des personnes qui ont fait la guerre de libération. Et c'était important de parler des personnes un peu plus anonymes qui
qui ont eu un impact en fait sur Asfoun. Et notamment, j'ai mêlé l'histoire familiale et j'ai parlé de mon grand-père maternel qui a été déporté. Alors pour Cayenne, on disait transporté, mais en fait c'était une déportation. C'était une déportation, tout à fait. Absolument. C'était pendant la colonisation française, et puis toutes les personnes qui étaient contre la colonisation française, il fallait les amener le plus loin possible pour qu'ils ne reviennent jamais en fait. Du bout du monde en fait. Absolument. L'idée c'était qu'ils ne reviennent jamais, et puis c'est un petit peu ce que disait Papillon, il disait c'est l'enfer vert, en fait on ne revient jamais de Cayenne. Et mon grand-père est revenu de Cayenne. Alors il y en a quelques-uns, il y en a très peu, mais je dis souvent, il y avait la double peine. Alors pour expliquer très brièvement, quand vous étiez déporté, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à Cayenne, vous aviez ce qu'on appelle la double peine, la peine de travaux forcés à tant d'années, imaginons 6 années de travaux forcés, et vous aviez le même nombre d'années, donc 6 années, d'assignation à résidence. Ceux qui avaient 8 ans, ils avaient une assignation à vie à Cayenne. Donc c'était évident que les gens restaient à Cayenne, mouraient à Cayenne, etc., s'ils n'étaient pas morts avant de maladies tropicales, etc. Rien que déjà le voyage. Et déjà le voyage, comme vous dites si bien, la plupart ne sont pas arrivés à destination parce qu'ils sont morts pendant le voyage, qui étaient dans des conditions horribles, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, de fait, quand ils étaient à Cayenne, en détention, paradoxalement, les gens qui étaient en assignation à résidence, donc qui étaient plus ou moins libres à Cayenne, regrettaient quasiment leur détention, parce que pendant la détention ils mangeaient, etc. Alors que quand ils étaient en assignation à résidence, ils étaient SDF, etc. et puis ils mouraient. Donc un petit peu comme Papillon, Amarakli, puisqu'il s'agit de lui, mon grand-père maternel, a dit « moi j'ai pas décidé de venir à Cayenne » et il avait la conviction de revenir à Asfoun. C'était quelque chose d'incroyable. Alors il y avait cette double peine, mais il avait aussi ce que je dis, cette double force. Il avait la force physique, c'était un gaillard, il était costaud, etc. Donc il se faisait respecter des autres congénères qu'il avait, mais il avait aussi la force morale. Et c'est ça qui lui a sauvé la vie, en fait. Effectivement. C'est la force morale qui fait que, et il est bien revenu sur Asfoun, et dans la 3e partie du livre, j'allais dire le film, c'est pas un film, mais peut-être, pourquoi pas. Donc dans la 3e partie du livre, il y a un côté un peu romanesque, et il rencontre d'une manière un petit peu utopique Issiachem, donc le précurseur de la peinture moderne algérienne, et Igor Bouchen, celui dont on a parlé tout à l'heure, un musicien symphoniste. Et il revient sur ces terres, et on revient toujours à cette terre Ekel, comme on dit en kabyle, à cette terre qui nous unit, mais bien évidemment ça va bien au-delà d'Asfoun, c'est notre terre entière qui nous unit tous, quelle que soit notre origine, quelle que soit... Oui, voilà. En fait ça a toujours été la terre qui a, on va dire, qui a réuni les gens, qui ont réuni les familles, et cet attachement fait que même si, comme votre grand-père, on part très très loin, cet amour de la terre nous fait, un jour ou l'autre, nous donne la force de revenir. Donc votre livre, en fait, c'est à peu près en 3 parties. Oui. Vous avez décidé de faire comme ça, en fait? Oui, en fait, d'un point de vue écriture, il y en a souvent qui m'ont dit, bon, souvent des écrivains, alors moi c'est mon premier livre, qui ont un style particulier, on les reconnaît. En ce qui me concerne, beaucoup m'ont dit, après moi ça s'est fait spontanément, c'est un petit peu comme la collaboration avec Zitoun Kerkaden, ça s'est fait naturellement. J'ai mélangé, un petit peu sans le vouloir, plusieurs styles. Donc il y a du romanesque, comme je vous disais, il y a de la poésie. Tout à l'heure, on a entendu Lima Asfoun, merveilleusement déclamée par Kamel Hamadi. Et il en a fait une chanson, Lima Asfoun. Il y a une très belle chanson où il a fait intervenir des artistes d'Asfoun. Donc c'est lui qui a créé tous les couplets sur une musique d'Igor Bouchen. Donc c'était innovant, c'était très intéressant. La chanson est sublime. Et quand il me l'a proposée, je l'ai mise dans le livre parce que je voulais que tout le monde la connaisse. Mm-hmm. Très très belle. Vous avez l'air d'être ému en parlant toujours de votre livre. Asfoun n'est pas votre ville natale, non. Mais en fait, elle vous a été contée par votre mère. Donc vous avez aimé, vous êtes tombé sous le charme d'Asfoun à travers les récits de votre mère. Et c'est la puissance aussi de cette tradition orale qu'ont toujours eu les femmes algériennes. Absolument, absolument. En fait,
je dis souvent, on a la chance d'être d'Asfoun. Maintenant, on ne choisit pas. Hein, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Mais cette fibre-là, quelle que soit la personne, qu'elle soit de n'importe quelle origine, j'ai l'impression que quand elle va sur Asfoun, alors c'est peut-être présomptueux ce que je vais dire, mais quand elle va sur Asfoun, il y a quelque chose qui se passe et elle y revient. Tout à l'heure, vous aviez parlé on a parlé de la déportation de mon grand-père à Cayenne, et il y avait cette conviction de revenir sur ces terres, et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que quand on va dans un lieu, il y a certains lieux qui ont une âme, qui ont quelque chose qui fait qu'on y revient forcément. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que je ne suis pas native d'Asfoun, mais Asfoun, je dis, pour nous, c'est une grande famille. Les personnes qui sont du cru d'Asfoun, ils reçoivent d'ailleurs, ils sont très accueillants, ils reçoivent toutes les personnes d'autres origines, ça c'est clair, mais les personnes du cru, on se reconnaît. On est une grande famille. Et ça, je tenais, puisque je suis à la télévision, je tenais à tous les remercier, parce que la terre, c'est important. Hein, on parle de terre nourricière, mais la terre n'est rien sans les hommes et les femmes qui la composent. Donc, en retournant sur Asfoun, vous m'avez dit que toutes les personnes qui étaient autour de vous vous ont aidé à recueillir d'autres éléments, quelques informations en plus. Absolument. Alors, on a parlé de Kamel Hamadi, qui n'est pas d'Asfoun, hein, et j'aimerais qu'on parle aussi de Mohamed Helmi, qui malheureusement nous a quittés en janvier 2022. Quand je lui ai parlé de mon projet d'écrire un livre sur Asfoun, il était tellement enthousiaste, et enthousiaste surtout que ce soit une femme qui le fasse. Donc il m'a dit, écoute, je suis à ta disposition, tu as besoin de n'importe quelle information, je te la donne. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été auprès de moi, il m'a donné même des informations sur ma propre famille. Et j'ai découvert, grâce à lui, qu'on était même alliés, je ne le savais pas. Alors je savais qu'il connaissait mes parents. D'ailleurs, ma maman, avant qu'elle ne meure malheureusement, il est allé la voir à Paris. Donc je savais qu'il y avait des liens, mais je ne les connaissais pas. Donc il m'a raconté pas mal de choses, notamment sur un de mes grands-oncles qui était aussi dans le cadre de la colonisation française, qui a eu un rôle important. Donc c'est lui qui m'en a parlé, je ne le savais pas. Et un jour il vient, il me dit, Auria, j'ai un petit cadeau pour toi. Je dis, c'est quoi? Alors il a écrit ses mémoires, il a parlé aussi d'Asfoun, il a expliqué quand il a écrit ses mémoires d'où il venait, etc. Et il avait un petit texte, il m'a ramené une feuille, il avait écrit au stylo, il l'avait écrit en kabyle d'une manière phonétique, en lettres latines, et il l'a écrit à Yazoufoun. Donc il a fait aussi un hymne à Asfoun, et je l'ai fait traduire par un poète algérien qui s'appelle Reski Rabia. Donc je l'ai fait traduire, c'est dans les premières pages en fait. Voilà. C'est à la page 19 que nous allons retrouver cette belle poésie. Voilà. Très bien. Merci. Monsieur Zitoun, dites-moi, donc un projet en commun de la peinture, puisque vous êtes déjà artiste peintre, vous avez l'habitude d'exposer. Quel a été réellement, on va dire, ce qui vous a plu dans cette aventure? Écoutez, déjà, à la base, la première fois que je suis allé à Asfoun, c'était à une invitation à un mariage d'un de ses neveux, il me semble. Et donc il fallait déjà que vous baigniez dans le lieu. Hein. Oui, c'était obligatoire d'aller sur place. Alors Asfoun, je la connaissais sans vraiment la connaître, parce que j'étais de passage quand j'allais sur Tizi, donc on était de passage. Mais je suis allé il y a quelques années quand Auria m'a invité, et effectivement je suis tombé sur le charme de cette ville. C'est vraiment une ville atypique, dans le sens où on est sur la côte, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a la verdure. Et puis comme disait tout à l'heure Auria, les gens sont très accueillants. J'ai été subjugué un petit peu par la manière dont j'ai été accueilli, et j'ai vraiment été... j'étais très très enchanté d'avoir été accueilli de la sorte. Et du coup, pour parler d'Asfoun, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que vous avez utilisé en fait comme technique pour faire vos aquarelles? En général, sur les portraits que j'ai faits sur le livre, c'est de l'aquarelle et des crayons aquarellables. Voilà, je travaille surtout en finition avec des crayons aquarelles.
pour avoir un petit peu ce côté fin. Et voilà, c'est essentiellement de l'aquarelle et des crayons aquarellables. Vous avez essayé de ressortir une certaine émotion. Vous avez donné à chaque personnage, on va dire, quelque chose de très spécial à lui. J'ai essayé, tant bien que mal, de le faire. Il y a certaines photos, dont une effectivement qui n'était vraiment pas de très mauvaise qualité. On m'a demandé de la faire. J'ai dit, oh, regarde, je ne peux pas travailler sur cette photo. Sur cette photo, c'est pas possible. C'est celle qu'on voit actuellement, excuse-moi, c'est celle qu'on voit de monsieur Mohamed Iftissem, que j'ai rencontré, et je lui disais, ça aurait été bien qu'on ait une photo de meilleure qualité, mais l'idée c'est qu'il soit là, et puis tu auras peut-être l'occasion de refaire un portrait. Avec plaisir, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à travailler sur cette photo, mais après j'ai mis le temps qu'il fallait, mais j'ai réussi, je pense, assez bien, puisque Auria m'a félicité par rapport à ce travail-là. Et voilà, mais j'ai vraiment pris plaisir à faire tous ces portraits. Vous avez découvert, j'imagine que vous connaissez certains personnages. Oui, la plupart, bien sûr, je les connaissais. Et après, j'en ai découvert certains dont je ne connaissais pas. Et en lisant certaines briques du livre, j'ai appris et découvert d'autres personnages. Un peu plus de détails peut-être sur leur vie, sur leur parcours. Tout à fait, c'est effectivement, oui, des vies un petit peu atypiques sur certains personnages. D'ailleurs, on n'a pas pu tout mettre, malheureusement. Il y en avait d'autres qu'on aurait pu mettre, mais on a choisi... On était obligé de choisir. J'imagine aussi que le format du livre aurait été encore beaucoup plus important. Azfoun aussi vous a été, comme on l'a dit, donc il y a votre grand-père qui est avec son histoire formidable, j'imagine, racontée dans la bouche de votre mère, même votre mère aussi. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous a initié. Absolument. Oui, ma mère c'est elle qui m'a raconté l'histoire de mon grand-père, donc son papa, sur le tard, puisqu'il a perdu quand même 12 années de sa vie à Cayenne. Il en est revenu, c'est très bien, mais il est parti, il avait 24 ans, il est revenu, il en avait 36. Il n'a pas vu ses enfants grandir aussi. Alors, il n'avait pas d'enfants quand il est parti, mais l'idée, j'ai fait un petit parallèle avec le livre de Nejba, de Kateb Yassine, qui disait « On nous a volé nos 20 ans ». Ils leur ont volé leurs 20 ans. Les plus belles années de leur vie, effectivement. Mais bien sûr. En plus, dans des conditions terribles. Absolument. Et le fait, justement, de passer une épreuve comme ça vous marque à vie. Et lui, comme je vous disais, alors je ne vais pas divulguer le livre, il y en a beaucoup qui l'ont lu. Je vous disais, c'est un peu romancé, mais il y a une histoire d'amour. C'est assez étonnant dans ces conditions terribles. Et il y a aussi cet homme, cette conviction, à Maracli, qui, maman me disait, quand il est arrivé, je vais quand même le dire, parce que il y en a beaucoup qui ont lu le livre, il n'est pas revenu seul. Il n'est pas revenu seul de Cayenne, ce n'était pas du tout prévu. Et quand il est venu à Azfoun, il a acheté une maison dans le village, qui était le village colonial. Azfoun, en fait, vous avez Tête d'El Tosfoun, donc le village, l'ancien village, qui est un peu sur les hauteurs, et vous avez un village qui a été complètement créé par la colonisation française, où il y avait beaucoup de familles juives et 5 ou 6 familles de Kabyles du Cru, dont la famille de ma maman. Et donc mon grand-père, quand il a épousé ma grand-mère maternelle, il a eu 4 garçons et 2 filles, dont ma maman. Et en fait, il a eu ses enfants sur le tard. Puisque les plus belles années de sa vie ont été gâchées avec cette déportation. Et le fait qu'il ait eu ses enfants sur le tard, il les a choyés, il était tellement content d'être papa. Et quand je disais pourquoi je parlais de lui, tous les anciens d'Azfoun, d'ailleurs ils me le disent encore, les anciens qui restent, l'histoire est connue, c'est qu'il a fait du bien toute sa vie. Donc sa maison qui est en plein centre de la ville, parce
parce que maintenant c'est plus un village d'Asfoun, il a recueilli toutes les personnes, beaucoup de personnes d'Asfoun. Donc on essaie de perpétuer un petit peu cette générosité d'accueil. C'est ce que vous faites. En fait, c'est ce que vous faites à travers. J'espère, vous êtes gentil. Votre merci. Ici, en fait, on a plein de choses qu'on apprend et on voyage avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Houria. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. Et voilà, merci pour votre invitation. C'est moi, merci beaucoup. Je remonte juste en même temps le livre, comme ça vous aurez de la lecture pour ces vacances. Monsieur Zitoun, merci beaucoup d'avoir été là. Nous avoir et bonne continuation. Merci, à très bientôt, j'espère. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Notre émission, donc, on continue avec un sujet de Leila Benaïcha. C'est une exposition de Moussa Boudine et Rachid. On regarde et on revient. Voulant renouer avec la tradition artistique dans un esprit convivial et familial, l'artiste Moussa Bourdine convie à sa villa 8 artistes peintres et 2 sculpteurs pour une exposition vente collective. Il y participe avec ses œuvres récentes. Là, c'est la reprise. J'ai invité 10 artistes, dont 2 sculpteurs. Alors, il y a Bousta, il y a Djem'i, il y a Zoulid qui est son épouse, il y a Khadija qui est la fille de Djem'i. Là, c'est la famille qui expose avec moi. Il y a Nidja, il y a Sergoua, il y a Demis, il y a Talbi de Tizi Ouzou, Zohra Sellal, Briki. Voilà, ils sont 10 avec moi, donc ça fait 11. Moi, j'ai pris une salle et je leur ai donné une salle. Et moi, j'essaye, même après l'expo, je vais proposer aux artistes, parce qu'au moins, ils veulent qu'ils me payent. Comme là, quand ils vendent un truc, on va mettre une caisse, et chacun met ce qu'il veut. Chaque fois, je vous appelle. On fait des repas, on va passer nos 2 nuits. C'est très facile. On achète de la couleur, de la toile, et aider les gens qui n'ont pas. Dans ses peintures, Bourdine emploie le pastel, l'aquarelle ou encore la technique mixte. La femme est omniprésente dans ses œuvres, en hommage à sa mère et aux femmes algériennes. Des peintures très colorées, dégageant la profondeur de la pensée et l'âme de l'artiste, ce qui lui vaut le titre de poète de la couleur. Moi, je suis le peintre de la femme. Moi, je suis quelqu'un qui est très imprégné par la maman. Mais j'évolue à travers la femme. La forme, elle est là, de la femme. J'évolue, regardez, j'évolue. Je suis en perpétuelle évolution. Je ne vis pas sur l'acquis. Non, je ne vis pas sur l'acquis. Je me remets en question chaque fois. Rachid Djem'i, artiste peintre, illustrateur, céramiste, verrier et sculpteur, prend part à l'exposition avec des sculptures en bronze aux thèmes diversifiés, où la femme prend une place de choix en raison de son combat social et historique. La thématique je travaille beaucoup la femme au Haïk d'Alger et j'essaie de pousser l'image Taha le plus stylisé possible. Plus d'autres thèmes, et donc c'est ça, le bronze, c'est compliqué à la vérité. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce travail, pas parce qu'ils ne savent pas, ils ont plus ou moins des formations pour savoir, parce que c'est fatigant de faire un modèle, de faire le moule, d'emmener chez le fondeur, de faire sortir la sculpture avec de la retravailler et de la stocker. Hein, vous voyez, c'est pour dire, pour être plus clair, ça ne marche pas, le bronze. Les peintures et les sculptures des autres artistes participants sont variées par les techniques et les thèmes choisis, dégageant tout de même un aspect visuel accrochant. Une opportunité pour ces artistes de rencontre, de partage, de visibilité, mais aussi de vendre leurs œuvres. Et là, on a créé un événement qui a fait que ça a rassemblé les artistes et ça a ramené du monde et ça crée l'événement. Voilà, ça c'est la chose à faire. Voilà. Et comme nous sommes aussi au village des artistes, que nous avons l'avantage, lui et moi, d'avoir des
des ateliers galeries, ça fait qu'on peut se permettre aussi de faire des expositions. Voilà. Un dernier mot pour les artistes. Ça fait quand même plaisir de revoir les amis. Hein. Secondo, les expositions, c'est toujours bon d'en faire pour garder l'actualité, pour garder le fait qu'il y a encore des artistes en Algérie qui travaillent et que leur travail doit être vu et surtout, si c'est possible, acheté aussi. Parce que rappelez-vous que les artistes d'un certain niveau vivent de leur travail. S'ils ne vendent pas, ils vont au marché comme tout le monde, vous savez. Donc, il faut y penser. Il faut y penser. Bourdine, un artiste généreux, éprouve la perpétuelle obligation de transmettre son art aux générations futures. Un pari déjà gagné avec son petit-fils Zakaria, qui, à peine 5 ans, son talent est bien prononcé. Voilà, excellente donc, exposition, de très très belles sculptures. Allez-y, je suis certaine que vous ne regretterez pas. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Aqila Allahom. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, je te tutoie. Oui, on a discuté déjà hier. Oui, ça me fait plaisir. Donc Aqila, tu es... on va dire que tu as fait une reconversion. On commence par ça, hein. J'ai envie de commencer par ça. Tu as fait une reconversion professionnelle. Oui. Et en fait, tu t'es lancé dans tout ce qui est produits naturels. Oui, dans la savonnerie, plus spécifiquement. Moi, je suis de formation bibliothécaire archiviste. J'ai fait des librairies, mais après, j'ai enseigné et je me suis reconvertie. Au départ, j'étais autodidacte. J'aimais bien tout ce qui est naturel, j'utilisais tous les produits naturels moi-même. Et à un certain moment, quand j'ai voulu me reconvertir, je me suis formée en savonnerie à l'étranger. Et le 22-2022, j'ai ouvert, exactement, j'ai lancé la Quella Soap Studio. Très bien. Je fais plus des savons solides, des savons mous et des savons liquides. Les savons solides sont plus dans la saponification à froid. Quand on dit saponification à froid, c'est des savons sur gras. Ce qui permet de garder la peau bien hydratée. Très bien. Quoi d'autre, dis-nous? Avec Quella Soap Studio, j'ai fait 3 gammes. Donc j'ai la gamme Ziryab. Le nom Ziryab, je l'ai pris parce que sa signification, c'est eau dorée. Et c'est la gamme où il y a le 70% d'huile d'olive. Très bien. La deuxième gamme, c'est la gamme des exfoliants. Comme aujourd'hui, j'ai le savon au moringa et romarin. J'ai un autre à l'argile rouge, pétale de rose, l'alhambra, le charbonneux qui est au charbon actif et un autre qui est au curcuma charbon. Donc pour des peaux spécifiques. La troisième gamme, c'est la gamme Baraka. Ça, c'est au lait de chèvre. D'accord. Il y a une très belle histoire, donc une histoire de chèvre. Hein. Exactement, exactement. J'avais cherché le lait de chèvre, enfin, pour fabriquer le. Et comme on sait que le lait de chèvre est rare, donc j'ai décidé de m'acheter une chèvre au départ. Tu as commencé avec une d'abord? Une chèvre, oui, que j'ai nommée Baraka. Parce que c'est là où le nom de la gamme. Et c'est à partir de là, Baraka est entre Msila et Boussaada. D'accord, donc tes 3 chèvres, en fait maintenant tu en as 3. Exactement. Donc de une, tu es passé à 3. Donc elles sont entre Msila et Boussaada. Exactement, dans un pâturage bien. On sait ce qu'elles mangent, bien libre. Et les personnes qui prennent soin, c'est des gens spécialisés. Je ne peux pas me permettre, chacun son métier. Bien entendu, bien entendu. Et alors pour le lait de chèvre, on sait qu'il a des bienfaits magnifiques sur la peau. Déjà, Quella Soap Studio, Quella, la marque Quella, c'est tout ce qu'on peut manger
qui est bien pour nous, on peut le mettre sur la peau. D'accord. On sait que la peau absorbe 70 à 90%, donc vous imaginez tout ce qui est chimique. Donc, et Dieu sait qu'on les retrouve partout. Maintenant, c'est assez compliqué. On parle très souvent de perturbateurs endocriniens, de tous ces produits nocifs pour la peau. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que Kwella, c'est tout ce qu'on peut manger. D'accord. Du moment où on peut le manger, il est bon, on peut le mettre sur la peau. Oui, comme le miel, l'avoine, le moringa, la spiruline, le curcuma. Il y a même du savon au poivron rouge. Ah, ça doit être sympa. À la carotte, au jus de carotte. D'accord. Donc beaucoup de produits à base de lait de chèvre. Oui. Alors j'ai le lait de chèvre au kaolin, sans huile essentielle, sans fragrance. Excellent pour la peau atopique, sèche. Le deuxième, il est à la poudre de jujube et sidra et la poudre de nigel. D'accord. Avec une petite synergie d'huile essentielle, romarin. C'est une synergie forestière que j'ai. Donc c'est un petit mélange d'huile essentielle. Bien sûr, toujours l'huile essentielle, on sait qu'elle a des bienfaits magnifiques, mais il faut la doser selon l'association des fragrances, enfin l'IFRA, Association, c'est une association internationale des fragrances et des parfums. Donc ils nous donnent, eux, pour chaque catégorie, un certain pourcentage maximum qu'on ne doit pas dépasser, exactement, parce que ça peut être dangereux. Donc pratiquement, on va dire que tes produits, les produits que tu proposes sont à 80% made in Algérie. Alors oui, le made in Algeria, comme on dit, je l'ai défini. Moi, je l'ai mis à 60%. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai que l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, on les trouve ici, on peut se permettre. Mais quand on fait une composition, une formule de savon solide, on doit mélanger un certain pourcentage pour avoir un bon savon. On mélange d'autres huiles, d'autres beurres végétaux, comme le coco, la karité, beurre de karité, voilà, et le cacao. Voilà, donc tout ça, ce sont des produits qu'on ne peut pas trouver chez nous. Oui, mais on peut trouver chez nos amis voisins. Donc, c'est des... Voilà, c'est des échanges qu'on réussit à faire et donc c'est comme ça que vous réussissez à faire vos produits et surtout avoir des produits de qualité. De qualité et ils sont faits à la main, artisanalement. C'est ça se dit? Oui. Et donc, c'est ça. L'essentiel, c'est de faire un produit de qualité. Et il faut comprendre aussi qu'on le fait à small batches, des petites quantités. C'est pas industriel. Donc là aussi, il y a un effort, il y a tout. Voilà, déjà, il y a tous les produits qui sont des produits naturels et on va dire de première qualité. Exactement. Il y a aussi cette main-d'œuvre, il y a ce temps que vous passez, il y a ce savoir-faire aussi. Oui, tout à fait. Il faut faire très attention parce qu'il y a l'hygiène, moi, ce que je me dis pour moi, il y a une réglementation à suivre. Donc, si on suit cette réglementation, on ne peut avoir qu'un bon produit. De bons résultats. Montrez-nous un petit peu ce que vous avez. Si vous permettez, ça c'est ce que je vous ai ramené aujourd'hui, c'est juste un pack où il y a le savon moringa, je vais vous le montrer, le savon liquide qui est à la fleur d'oranger, le tea bath, ce que j'ai appelé le tea bath, c'est le sel de bain mélangé avec des herbes, du lait, des huiles essentielles au géranium, à la rose et de l'argile verte de Marnia. D'accord. C'est de l'argile de Marnia. Oui. D'accord. Donc vous êtes sur des recettes bio. Oui. Et surtout vous vous êtes inspiré et vous avez essayé de garder les recettes de grand-mère. De grand-mère, exactement. Par exemple, si je parle du savon, moi je l'appelle sabon hammam. Oui. Sabon zaïr. Voilà.
Donc, je reviens sur le savon au moringa. Voilà. C'est et en plus le package, l'emballage, il est alimentaire. Donc j'ai choisi exprès d'avoir un packaging. Voilà, un packaging alimentaire et on essaye d'être dans le zéro déchet aussi. C'est très bien, c'est une belle initiative qui dit produit bio. bio. C'est pas évident, il y a toute une éducation, on doit expliquer, ça fait des dépenses, mais j'explique que si vous achetez un sac en tissu, c'est mieux que d'avoir des sachets et vous le gardez dans. Et la petite carte que vous voyez ici, la personne a elle a toute l'information sur le savon, la composition, l'entreposage. Et par exemple, quand on utilise les huiles essentielles, c'est-à-dire il y a une mise en garde pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour celles qui allaitent, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. D'accord. Donc en fait, quand on achète ces produits, on va dire, toutes les informations nécessaires autour. Oui. Voilà, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, j'ai le savon solide, alors le savon liquide, qui est lui à base d'huile végétale, comme l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile de coco. Ben, ça dépend, chaque savonnier a ses propres recettes. Mm-hmm. Et après, celui-là, il a la poudre d'algue. Très bien. Qui est super hydratante et à la fleur d'oranger. D'accord. C'est dommage que vous pouvez le sentir. Ouais, je vais vous juste... Voilà. Ah oui, ça sent les fleurs d'oranger, effectivement. Quand on parle si je reviens par rapport... Vous permettez, je vais le... Oui, allez-y. Si je reviens aux recettes de grand-mère, je les utilise surtout pour le savon Saboun Zahir, Saboun al-Hammam. Le dernier, c'est au clou de girofle et cannelle. Alors, le clou de girofle, bien sûr, toujours avec un certain dosage, et la cannelle avec un certain... Excellent... c'est un excellent anti-inflammatoire, antibactérien aussi. Donc, je l'ai fait juste pour cette période parce que c'est l'été, les gens, je sais qu'ils ne partent pas au hammam, mais ça fait, étant donné qu'on est à Alger, au nord, il y a beaucoup d'humidité, donc je me dis qu'ils vont au hammam, ils vont à l'hiver pour préparer pour pouvoir bien plonger dans l'été. Voilà. Le savon au jus de carotte, parce qu'on sait que la carotte, c'est excellent donc, pour préparer l'été. Donc, des petites recettes comme ça. L'argile, si je reviens à l'argile, l'argile, on sait qu'en la mélangeant avec... en la mettant juste en cata, parce qu'elle est naturelle. Hein, d'accord, elle est pratiquement à l'état brut? À l'état brut. Je peux l'avoir? Oui. Voilà. Et on sait très bien que les Algériennes, depuis toujours, ont toujours utilisé tfal, donc que ça soit au hammam pour faire des masques ou même à la maison, ça a toujours été... On le mélange avec de la fleur d'oranger, avec de l'eau de rose aussi. De l'eau de rose ou bien l'hydrolat de lavande, parce que maintenant on le trouve, et des pétales de rose. On peut mélanger avec pas mal de choses. Hein, du miel, qui est excellent. Pour la peau. D'accord. Et le dernier, c'est le tea bath, c'est le thé de bain. Alors, le thé de bain, lui, c'est un mélange, si vous permettez. Oui. C'est un mélange... ça sent bon, oui. Ça sent très très bon. Alors, un mélange de... Alors, c'est un mélange de sel marin, de sel rose d'Himalaya, j'ai à petite dose aussi parce qu'il est très cher. Un autre truc, le lait. De lait de chèvre encore? Non. Non, pas de lait de chèvre, d'accord. Non, le lait de chèvre, c'est dans les savons. Ça, c'est si c'était moi, je vais le mettre à toutes les sauces. Le lait de coco parce que c'est bon, ça adoucit. Et il y a de la camomille. Il y a des pétales de rose. Ouais. Et c'est ça que j'ai senti au départ. Hein. C'est les pétales de rose qui ont pris le dessus sur le tout. Et à une certaine, c'est-à-dire soit dans un bain, mais si on n'a pas de baignoire, on peut l'utiliser juste dans les bacs pour le pied ou dans le hammam sarij. D'accord, donc on met voilà, une poignée. On laisse,
à une certaine température et puis on se rince avec. Très bien. Alors peut-être des recettes pour le futur, il y a quelque chose qui commence un petit peu à germer, j'imagine. Dès que tu finis une gamme, ça démarre juste après la prochaine? Là, je suis en plein, c'est le savon liquide. Ça, c'est de l'ouvrage parce que c'est toujours... C'est compliqué à faire? Oui. D'accord. Oui. À la main, oui. J'imagine. C'est 8 heures à touiller à une certaine température. D'accord, c'est vraiment du... On va dire un travail très minutieux. Ça dépend de la recette. S'il y a beaucoup d'huile d'olive, elle prend difficilement. Donc bon, on a des petites astuces de savonnier, mais il faut garder la température à 70, qui ne dépasse pas le 80, pour ne pas brûler tous les bienfaits des huiles et beurres. D'accord. Donc c'est ça qui est compliqué. Là, en ce moment, vous êtes à la foire internationale. C'est mon premier salon et c'est extraordinaire. Ça m'a permis déjà, c'est grâce à la Chambre des artisans d'Alger, ça c'était une grande chance vraiment parce que j'étais en liste d'attente et vraiment ils m'ont permis d'assister et ça a permis à Kuala Soap Studio à se faire connaître, à faire connaître les savons solides, le savon sur gras, à parler avec les gens. Voilà, et en même temps rencontrer surtout d'autres producteurs, peut-être de produits que vous allez utiliser, peut-être que ça vous a donné des idées. Voilà, de matières premières, ceux qui fabriquent le miel, les dérivés du miel, comme la cire d'abeille, comme la propolis. Donc tout ça, ça donne beaucoup d'idées. Aussi dans le packaging, c'est dans vous savez, bon, aujourd'hui j'ai pas ça, mais il y a ce qu'on appelle vannerie. Donc de Wurgla, de Tamnarasat, ils utilisent, mais elle est magnifique, mais c'est toutes les petites corbeilles. Donc vous pouvez mêler les produits. Au lieu d'utiliser du papier ou du carton, utiliser les box, et ça on peut les garder dans la salle de bain. Et même esthétiquement aussi, c'est très beau à voir. Et il faut vraiment faire un tour. Très bien. Ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Voilà, en tout cas, franchement, je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Et en même temps, je vous invite à faire un petit tour au Salon de l'Artisanat. Merci. Des bijoux faits main, des ustensiles et habits traditionnels ou encore de la maroquinerie. Le savoir-faire des artisans algériens a traversé les âges et n'est plus à démontrer. Ces exposants venus des 4 coins du pays ont mis en avant le patrimoine artisanal authentique et diversifié que recèle l'Algérie lors de ce salon. C'est une marque algérienne créée depuis 1988, spécialisée dans la fabrication d'articles de maroquinerie de luxe en cuir. Nous proposons des sacs et des cartables faits à la main. La matière première est 100% algérienne. Le but est d'avoir un accessoire moderne avec une touche traditionnelle. La ville de Kolo est connue pour ses récifs coralliens. Nous fabriquons des bijoux traditionnels à base de corail. Nous mettons de 10 à 12 jours pour confectionner une bague ou un collier par exemple. Nous projetons d'exporter nos produits prochainement. Plusieurs participants étrangers ont pris part à ce rendez-vous, à l'instar des Mauritaniens, des Palestiniens ou encore des Tunisiens. Ces derniers proposent des ustensiles fabriqués à base de bois d'olivier. Proposons ce article-là, c'est en bois d'olivier, c'est un article bio, antibactérie, il peut être alimentaire, à la cuisine ou bien décoratif. C'est pas du plastique, on peut le garder tout le temps à la cuisine, c'est incassable aussi. Le peuple algérien nous a de tout temps encouragés et tous ceux qui passent par notre stand achètent nos habits traditionnels. Cela nous aide énormément à préserver notre identité et culture que l'entité sioniste cherche à annihiler par tous les moyens. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Cette rencontre était aussi l'occasion pour les visiteurs d'échanger avec les artisans et bénéficier de leurs conseils et expertise. J'ai pu constater que c'est une très bonne initiative de la part du ministère de la Culture et du Tourisme.
En effet, on peut échanger. En tant que producteur de graines de figues de barbe, d'huile de graines de figues de barbarie à Tlemcen, je cherche justement des artisans pour mettre en valeur le savoir-faire de chaque artisan. L'artisanat algérien contribue indéniablement au développement économique national, outre son rôle dans la préservation du patrimoine culturel. Ce salon international est une occasion propice pour les artisans algériens de montrer leur savoir-faire à travers des créations qui reflètent les multiples et innombrables facettes du patrimoine national. Un événement. Voilà, on va dire ce salon se poursuit jusqu'à demain. Donc si vous n'avez pas encore été le voir, allez-y, je suis certaine que vous ne regretterez pas. Et donc m'a rejoint Maryam Melissa Azouk. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Alors tu es membre de l'association Récif. C'est exact, oui. Très bien. Donc on sait très bien qu'il y a un nouveau, on va dire, il y a de la nouveauté puisque vous allez lancer Barrer la différence. Oui. C'est quoi exactement? C'est des week-ends où on organise des balades en mer pour des personnes à mobilité réduite ou personnes avec des besoins particuliers, handicapées ou dites autistes ou atteintes de trisomie 21. Vous avez commencé ou ça va se faire avec la saison estivale ou vous avez déjà commencé? Pour les balades en mer, ça va se faire avec la saison estivale. Mais on avait déjà fait quelque chose qu'on a appelé handi-plongée. C'était des baptêmes de plongée pour des personnes à mobilité réduite, en piscine. Ça s'est passé où et quand? Ça s'est passé le 11 mars dernier à une piscine à Sidi Moussa. Pardon, Ouled Moussa. À Ouled Moussa. La wilaya de Boumerdès. Très bien. Donc il y a eu, on va dire, les enfants étaient là, toutes les personnes à besoins spécifiques. Oui. Ça s'est passé comment? C'est sur plusieurs jours, sur une journée? Ça s'est passé sur une journée. Parce qu'on n'avait pas... Comme on est une association, on ne travaille que les week-ends. On est tous bénévoles. D'accord. Donc vous êtes étudiant en parallèle? Je suis étudiante en parallèle. Les autres personnes, ils travaillent en parallèle. Donc comme c'est les week-ends, on a pu faire ça que sur une journée. D'accord, très bien. Donc et le projet pour l'été? Ça va être, donc on a dit, ça va démarrer quand? Ça va démarrer ce week-end, Inch'Allah. Donc demain, vendredi matin. Très bien. Donc vendredi matin, à quel endroit? À la Tamenfoust, le port de la Pérouse, à 9h du matin. À 9h du matin, port de la Pérouse. Donc vous avez commencé déjà à, on va dire, sur les réseaux sociaux, à essayer de vulgariser l'événement? Oui, on vulgarise l'événement sur Facebook et notamment aussi sur Instagram en partageant les posts et les publier un peu en story. Un peu partout, sur le compte personnel de chaque membre. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va. On a eu beaucoup de retours et il y a beaucoup de personnes qui ont donné des retours positifs sur ça. Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement à Tlemcen? Vous avez fait quelques aménagements pour, quand par exemple pour les enfants à besoins spécifiques, s'ils sont en fauteuil, par exemple? Je ne sais pas en fait, parce qu'on sait très bien que déjà pour les gens, on va dire, ordinaires, aller faire de la plongée, déjà c'est une épreuve, c'est un petit peu difficile, surtout si on n'est pas habitué. Donc est-ce que vous avez mis en place par exemple des passerelles pour pouvoir... Oui. Voilà. On a mis en place des passerelles et tout, même il y a plusieurs personnes pour les aider. D'ailleurs moi-même je ne peux pas porter la bouteille de plongée. D'accord. La bouteille d'oxygène plutôt, enfin d'air, pardon. Oui. Donc il y a toujours une personne pour m'aider à la porter. Très bien, très bien. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'association Récif? Bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Très bien. Qu'est-ce qui vous a mené? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à... Est-ce que vous êtes une amoureuse de la mer depuis toujours ou c'est une rencontre? Déjà, je suis une amoureuse de la mer depuis toujours et ça, c'est en relation aussi avec mes études. D'accord. Parce que je fais sciences de la mer. Très bien. Et c'est aussi une amie qui a connu l'association avant moi et qui m'y a incité. Très bien. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans l'association Récif, donc depuis 1 an, les événements auxquels vous avez participé? Une bouteille à la mer, une bouteille à la terre, une balade en mer. C'est des enfants qui nous ramènent des bouteilles de plastique pour qu'on les recycle. Et ils auront une balade en mer offerte. Offerte, d'accord. Et en fait, la bouteille en plastique qu'ils doivent ramasser, est-ce qu'il faut que ça soit obligatoirement sur la plage? Non, pas forcément.
D'accord, donc ils peuvent venir nettoyer la plage avec nous, comme ils peuvent les ramener de chez eux. Comme ça les incitera à recycler. À recycler, en même temps aussi inculquer ce respect de ne pas jeter tout ce qui est les déchets, que ce soit à la mer ou autre part. Encore d'autres événements aussi auxquels vous avez participé, les éboueurs de la mer? Non, c'est très bien que. En tout cas, je sais très bien que chaque année, pratiquement, les éboueurs de la mer font un nettoyage de certaines plages et en même temps avec beaucoup de bénévoles. Et chaque année, en fait, ça draine de plus en plus de monde. D'accord. L'événement auquel j'ai assisté, une bouteille à la terre, une balade en mer, consiste aussi à ce que des plongeurs descendent nettoyer les fonds marins. D'accord. Oui. D'accord. Et ce sont des plongeurs, j'imagine, des plongeurs professionnels, niveau P2 ou P3. Très bien. Entre autres, les déchets qu'ils ont retirés du fond marin, c'était quoi? Qu'est-ce qui était en plus grande majorité? Des bouteilles en plastique, des sachets. Voilà. C'est très désolant. Oui, c'est très désolant, c'est clair. C'est qu'à chaque fois, on essaie comme ça de tirer la sonnette d'alarme et d'essayer de sensibiliser au maximum donc, au respect, que ce soit des côtes ou de la terre. Donc, on va revenir un petit peu donc, sur barrer la différence. Donc, c'est la première fois que l'association Récif, on va dire, met en place un projet comme celui-là. Non, puisqu'on avait déjà fait donc la première, en fait, au mois de mars. Je veux dire pour cette année. Pour cette saison estivale, oui. C'est la première fois. D'accord. Et pour le mois de mars, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Donc, vous avez dit que c'était à la piscine. Oui, il y a eu beaucoup de monde, notamment des autistes et des trisomiques. Donc, mais ça a beaucoup donné, vu que les personnes qui leur ont fait les baptêmes de plongée sont spécialisées pour les personnes comme eux. Ils ont été formés pour bien s'occuper de personnes à besoins spécifiques. Donc, ouais, très bien. Donc demain, dis-moi, vous êtes à combien? Racontez-moi un petit peu l'organisation pour demain. Vous êtes combien de bénévoles? Je ne sais pas. Je ne saurais dire on est combien de bénévoles, je ne les compte pas moi-même. Vous êtes nombreux, j'imagine. On est nombreux, oui. Nombreux et nombreuses? Oui. Autant de filles que de garçons? Beaucoup plus de garçons que de filles. Oui, dès qu'on parle de plongée, c'est vrai que ces dernières années, c'est clair que non, depuis toujours, mais c'est vrai que le nombre on va dire, les hommes, en fait, font plus de plongée que les femmes. Voilà. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Moi, personnellement, je n'ai jamais encore fait mon baptême de plongée. Pourquoi pas? Peut-être que je viendrai pour cette saison estivale. Vous êtes la bienvenue. Et Aïchek. Donc, dis-moi un petit peu, puisque tu es en quelle année à l'université? Je suis en 3e année d'école supérieure. C'est une école supérieure, donc... Les sciences de la mer. Sciences de la mer. Sciences de la mer. Et tu sais quoi exactement que tu as envie de faire plus tard? Tu te vois dans quoi? Je suis en spécialité biodiversité et gestion des écosystèmes. Donc, c'est en général la taxonomie, la classification et la systématique de toutes les espèces marines et les écosystèmes qui y vivent. Et c'est aussi de faire en sorte que ce soit la pêche ou l'aquaculture ou la biotechnologie marine, ne détériore pas et on essaie de ne pas changer les écosystèmes. Donc on veille à protéger ce qu'il y a sans que les autres ne les détériorent. Les autres spécialités. D'accord. Donc vous essayez comme ça de trouver, on va dire, des solutions et surtout mettre des garde-fous à tout ce qui est, on va dire, tout ce qui peut être excessif. Oui. On sait très bien que les fonds marins sont d'une très grande fragilité. Très grande fragilité. Vous avez déjà donc plongé? Oui. Alors dites-moi, c'est, on va dire, en théorie et en pratique? C'est tout un autre monde. C'est totalement différent. J'ai vu plusieurs espèces au labo, plusieurs trucs sur des livres et tout, mais vu au naturel comme ça, c'est autre chose. Et c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a peut-être un animal, un poisson, quelque chose comme ça qui vous a le plus marqué dans votre plongée?
Je ne sais pas, vous avez rencontré Nemo peut-être? Non, pas encore. Pas encore. Mais j'ai toujours aimé, c'est un type d'algue qu'on appelle gorgone. D'accord. Gorgone, c'est des algues, mais on dirait que c'est un arbre, mais qui est complètement blanc et sans feuilles. Et on le trouve dans nos récifs? À quel endroit exactement? À la Pérouse, moi je le trouve tout le temps. Chaque fois que je plonge, je la croise. Ah bah très bien. Dis-moi, puisque tu as plongé toi-même, comment on va dire est la qualité des écosystèmes? On va dire, allez, on va prendre la Pérouse puisque tu as l'habitude de plonger là-bas. Ça va pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux dire en tant que futur spécialiste? Je dirais que c'est un peu entre les deux. Donc il y a beaucoup de choses qui se détériorent, mais comme on essaye de sauver un peu tout ça, ça s'arrange un peu. Ça s'arrange. Est-ce qu'il y a une espèce de concertation, de discussion quand vous plongez, étant donné surtout, je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas la seule qui est dans ce domaine-là, donc biologie marine, tu as d'autres... on va dire, pour moi, c'est un terrain d'apprentissage et en même temps, on va dire, c'est de véritables travaux pratiques. Vous vous concertez, vous discutez un petit peu de chacun, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Moi, personnellement, j'ai des amis qui font de la plongée, mais pas avec moi au récif. Ils les font autre part. Donc, mais quand on se retrouve à l'école, on en parle. On parle de tout ça, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vraiment bénéfique en fait, de suivre votre cursus et en même temps donc, être membre de l'association Récif. Oui. Ça vous aide? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ah, très bien. Très bien. Donc on va rappeler donc l'événement, on va dire exactement ce qui pour les téléspectateurs que ça se passe. On va donner c'est demain. Donc demain 23, c'est ça? Vous nous donnez l'heure, la date et exactement ce qui va y avoir. Vendredi 23 juin 2023 au niveau du port de Temenfoust, la Pérouse, à 9h du matin au club Récif. Très bien. Voilà, donc rendez-vous prêt demain donc à la Pérouse. À 9h du matin, soyez présents. Donc si vous avez un enfant à besoin spécifique ou un enfant trisomique, vous pouvez y aller. Donc ils auront droit à une balade en mer et surtout avec on va dire des professionnels qui pourront les encadrer, assurer leur sécurité. En fait, vous avez pensé à tout ce qui est sécurité aussi? Oui, on a pensé à tout ça. Très bien. Voilà. Donc ça se passera demain à Temenfoust, soyez nombreux. Merci beaucoup Myriam Melissa Adzouk. Merci beaucoup, on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et on continue donc avec la fête de fin d'année dans une crèche et c'est un sujet signé Fariel Hamdi. Ambiance, joie, convivialité, c'est ce qui a caractérisé cette fête de fin d'année dans une crèche à Websoar. Des activités variées, petites pièces théâtrales, de la musique, des danses aussi, rien que pour le grand bonheur de ces petits bambins. C'est une très bonne ambiance. Enfin, c'est la deuxième année. L'année passée, ma fille, elle est là c'est sa deuxième année. Je suis très satisfaite. C'est une très bonne ambiance. La maman, les tatas, c'est leur deuxième maman. Qui connaît les enfants, on est tranquille. Sur une deuxième famille, elles sont très bien prises en charge. C'est une double farha. C'est la fête de fin d'année et c'est la préparation à la fête de l'Aïd, Inch'Allah, l'Aïd Kbir. Voilà, les enfants sont très contents, ils sont surexcités. D'ailleurs, ils sont en train de dessiner des moutons et tout au niveau des classes. ما كاش كيف حالهم نتمنى كاع السعاده للشعب الجزائري وعيد ان شاء الله مبارك على كل مؤمن ومؤمنه وعلى وليداتنا ووليدات كاع المؤمنين وهذه هي العيد. هذا هو العيد، عيد كبير، عيد تاع كل الامه الجزائريه وين كاينها. Les fêtes de fin d'année constituent une occasion toute particulière de mettre en place des activités thématiques pour les enfants. Mais cette période est marquée aussi par le partage et la convivialité.
Voilà. En tout cas, très beau reportage de Fariel Hamdi. On voit bien la joie de ces petits, donc de fêter la fin d'année et peut-être de partir en vacances, ça fera du bien à tout le monde. Mais bon, pour l'instant, moi, mes invités ne sont pas encore en vacances. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Boumaza. Bonjour, Comment madame. allez-vous? Ça bien. va? Eh ben, ravi d'être parmi vous et très heureux d'être invité dans cette émission Bonjour d'Algérie. Merci donc de votre présence. C'est moi. À vos côtés, Mezarar Mohamed Amin. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Voilà, c'est un peu, on va dire, on se prépare aux vacances très Oui. bientôt, même si ça va être, je dirais, pour une courte durée. Et je suis très ravi, très honoré par votre invitation. Donc, je vous remercie au nom de l'association, en mon nom, infiniment. Très bien, merci en tout cas, Merci ravi à de vous recevoir. On va parler d'un événement, d'un très bel événement qui va se passer ce soir. Inch'Allah, justement, c'est les retrouvailles des associations. Voilà. Et c'était à la proposition de l'Al-Fakharjia, c'était Amin qui avait proposé, pourquoi pas les Beaux-Arts revoient nos jeunes talents de la musique andalouse. Je lui ai dit pourquoi pas, il va y avoir un événement, Inch'Allah, qui aurait un public assez amoureux de cette musique et qui seront présents parmi nous. Et ça va se dérouler au niveau du musée Bardot, là. Et là, nous avons l'association d'Al Fakharjia que Amin nous a sollicité d'être invités chez eux. On les félicite et très heureux d'être parmi eux. Et puis, Inch'Allah, on nous fait le mustawa. Inch'Allah. Donc pourquoi le musée Bardot? Le musée de Bardot, donc, c'est un des endroits, on va dire, mythiques d'Alger. C'est un très bon musée avec une équipe, on va dire, qui le gère merveilleusement, très dynamique. Et puis, il faut aussi revenir, il y a, on va dire, côté de passion derrière aussi, c'est que le musée de Bardot reflète aussi notre patrimoine matériel, je dirais. Et la musique andalouse aussi, qui est notre, on va dire, notre patrimoine immatériel. Et dans notre pensée, c'est je dirais que le patrimoine immatériel est aussi le résultat d'un patrimoine matériel, des lieux, des histoires, des événements qui se sont déroulés quelque part. Et le matériel, il reflète l'état d'âme, tout ce qui est matériel, la pensée, les inspirations et les passions. Et donc tisser ces liens, bâtir des passerelles entre ces deux ailes de notre patrimoine ne pourrait qu'être agréable et magnifique. Donc découvrir en même temps au grand public notre patrimoine musical ancestral et notre belle architecture aussi et notre très beau musée de Bardot au même temps. Donc ça nous fait vivre des moments de notre culture, de notre patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Rassembler ces deux avec deux grandes écoles aussi de la musique andalouse très actives sur la scène. Fakharjia et la Société des Beaux-Arts, on rappelle. Oui. Voilà, donc ça ne peut que, va dire, enchanter notre public. Effectivement, donc j'imagine que le public ce soir a droit à un lieu mythique et en même temps bercé dans les sons de ces deux associations. Oui, effectivement. Comme il vient de nous l'informer, Amin, vous savez, l'association des Beaux-Arts d'Alger, elle a été une des associations qu'elle a participé dans pas mal d'événements. À l'époque, moi j'avais commencé en 85 et jusqu'à 2001. Et par la suite, je me suis dit pourquoi pas ne pas lancer cette association et lancer cette école-là à un de mes élèves, Al-Hadi Boukoura, qui a été professeur dans cette association. Et durant la période de 2001 à ce jour, disons 2022, il a été formé par l'association de Beaux-Arts d'Alger. Je l'ai bien formé. Alhamdoulilah, il a donné un compte bien instruit dans cette école. Par la suite, je me suis dit pourquoi pas ne pas reprendre cette association, reprendre cette classe-là et revoir avec notre aimable Amin l'association d'Al Fakharjia. Et ils nous ont dit, voilà, pourquoi pas revoir ce public-là, revoir toi en scène avec ta troupe, ton groupe, ton association. Et alhamdoulilah, c'est le départ, les retrouvailles. Et là où je demande à mes anciens élèves qui étaient dans cette association de reprendre avec nous, parce qu'actuellement nous avons de jeunes talents
Allah Ibarak, la jeunesse maintenant a donné un fruit vraiment extraordinaire dans la musique andalouse. Donc, Inch'Allah, il y d'autres, qu'il y ait la reprise et les retrouvailles des anciens élèves, comme je le souhaite par Al-Fakharjia, parce que ce qui était extraordinaire dans cette association, même l'association de Al-Fakharjia, ils ont sollicité la clôture de l'Andalousiet, qui était vraiment une clôture extraordinaire, qui nous ont donné un fruit d'une nouba. Hssin, et là j'ai été ému dans cette nouba-là, c'est pour ça que j'avais choisi une nouba que ça a été vraiment extraordinaire pour moi. Ça va être ce soir une nouba de Hssin qu'on va interpréter parce que vraiment عجبتني فكرونا في زمان ونوبة Hssin, ça fait rare de l'écouter par rapport à certaines associations, par exemple des noubettes qui sont, je suppose, Amine. Oui. Je vous rejoins parce qu'il y a toute une histoire derrière cette noubette de l'Hssin. Voilà. Car quand on a été invité par, dont je remercie Agriculture, l'établissement Agriculture, pour assurer la clôture du Festival national Andalousiet, et c'était sous le thème de Noubat l'Istiqlal. Et oui. Donc, c'est un événement, l'Istiqlal, oui. Donc Noubat l'Istiqlal, et sachant que aussi c'était toute une lutte, une résistance, une bataille durant notre période historique, on va dire, de la résistance et de la lutte pour la récupération de notre souveraineté et notre indépendance. Donc, c'est un événement marquant et aussi doit être avec une nouba et avec Shralat marquant aussi. Donc c'était stressant pour être. Voilà, c'était le fruit aussi d'un travail acharné, d'un travail, on va dire. Mais voilà, donc c'est un défi, il faut le dire. Donc c'est un événement. Pareil, c'était pour l'anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance. On a assuré aussi sur la scène de Tiana le 27 octobre 2022, donc la veille du 1er novembre, une nouba qui était aussi le Ghrib. Donc il faut vraiment aussi s'adapter aux événements, car notre histoire est riche, notre patrimoine est riche, aussi, donc il faut en profiter pour qu'on puisse à chaque date importante de notre histoire et de notre marche faire défiler, on va dire, notre marquer l'événement en mettant en avant tout ce riche patrimoine que nous avons, matériel et immatériel, comme on le disait tout à l'heure. Oui. Qui est majestueux. Surtout la Noubat Hssin. Ils ont fait un bataille, c'était Yam Morsili, dans de jeunes talents qu'ils ont fait interpréter ce Morsili-là. Alors que c'est tellement lent, c'était des modes à donner, c'était extraordinaire. Donc ça fait rare d'écouter dans certaines associations. شحال ما سمعناش يا مرسلي, surtout je précise يا مرسلي. Et c'est celui-là qui sera interprété ce soir? Non, c'est une nouba de l'Hssin, mais là j'étais enrichi par ce mode-là, et puis je me suis dit pourquoi pas relancer cette nouba et revoir ça, Inch'Allah, avec les deux associations, que j'invite beaucoup de gens qui sont amoureux de cette musique andalouse d'y assister, de voir l'interprétation de jeunes talents, comme on dit. On vous a reçu pour la journée nationale de l'artiste, et vous deviez donner. Vous étiez avec Sami Zalieb, qui était en face de vous. Justement. Racontez-nous brièvement comment s'est passée la soirée. C'était extraordinaire. Ils étaient les gens. D'ailleurs, Amine était parmi nous, et il doit vous le dire, il était parmi les invités. C'était agréablement. C'était magnifique. Oui. Donc, et ce qui est marquant aussi, parce qu'il faut le dire que ces écoles de la musique andalouse, ces associations, ils ont trois missions. Ils reposent sur trois piliers. Le premier, d'abord, c'est conserver ce patrimoine. Secondo, c'est de le promouvoir. Troisièmement, le transmettre tel qu'on l'a reçu. Et sur scène, on voyait, je dirais pas de génération, mais je dirais une continuité. Ça veut dire M. Boumaza qui transmet au quotidien ce patrimoine, et on voit la continuité avec Sami qui était son élève. Donc toute, on va dire, la magie de ce patrimoine qui se transmet d'une génération à une autre en traversant les époques et les âges. Donc, et c'est incarné, je dirais, Louis Join sur la salle de
la salle Ibn Zaydoun. Donc c'était un moment... Une soirée mémorable. Voilà, oui, mémorable. Effectivement. Donc, c'est ça, parce que c'est ça notre message en fin de compte, c'est d'assurer cette continuité dans le strict respect de l'authenticité et de la tradition musicale. Et donc quand on voit cette continuité intergénérationnelle, ça ne peut donner que... Ça nous encourage et ça nous motive, ça nous donne de l'énergie nécessaire pour qu'on puisse continuer ce... Justement, ça fait rare de trouver un prof qui fait un répertoire avec un de ses élèves, qui est un jeune talent, qui a fait une carrière, qui est connu, qui a fait le buzz dans son travail et qui est bien instruit. يعني تربية أخلاق أعمال يعني la musique andalouse. Ce sont des conditions nécessaires pour pouvoir déjà. C'est indispensable. Oui. La musique andalouse nécessite de la rigueur. La persévérance. Donc ces deux qualités, si on les a, je pense même dans d'autres, on va dire, thèmes de la vie, on peut réussir. Donc la persévérance, la rigueur et l'esprit du groupe aussi. Oui, il y a aussi autre chose, il y a aussi le professeur aussi qui donne envie, il faut le dire, quand on a un professeur qui nous inculque cet amour et cette envie, on ne peut qu'y réussir. Et d'ailleurs, c'est un fardeau très lourd que nos professeurs portent au quotidien. C'est pas du tout évident, donc il faut être pédagogue. Donc, on peut être excellent musicien, mais pas forcément des excellents pédagogues. Donc, c'est une compétence indépendante de la compétence musicale. Et d'ailleurs, nos grands maîtres, ce qui les démarque, parce qu'ils étaient des pédagogues, ils ont réussi aussi à conserver et de transmettre ce message. Et d'ailleurs, même au niveau, dans l'ADN, je dirais, de l'Kharjia, avant la scène, c'est formé. Donc c'est ça notre ADN et c'est ça le secret, on va dire, de la continuité. C'est de transmettre, de partager et c'est qui donne, on va dire, de la valeur au quotidien, de la motivation. D'ailleurs, des fois, quand je pense aussi à nos professeurs au sein de l'association, c'est un travail très dur. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'engagement, beaucoup de disponibilité, réussir aussi la vie privée, professionnelle, etc. Allier les deux, on sait très bien que c'est pas toujours évident. Il n'y a pas que la passion, on va dire, qui nous alimente. Il n'y a pas que l'amour il faut avoir aussi un esprit de patriotisme et un esprit aussi de militantarisme. Donc il faut être aussi militant au quotidien parce qu'on a ce message de la transmission. Donc il faut vraiment être convaincu pour qu'on puisse fournir l'effort nécessaire. Pas uniquement de passion, mais il y a de la conviction et de la forte conviction derrière. C'est le piédestal, on va dire, sur lequel nos efforts reposent. Et les professeurs sont là pour donner, pour insuffler, pour pousser aussi, parce que j'imagine qu'il y a des moments où les élèves peut-être baissent un peu les bras, où il y a des petits moments on va dire de mou, et vous êtes là pour les remettre, pour les pousser. Vous savez, former des élèves, il y a des élèves qui sont peut-être doués, qui viennent doués, qu'ils ont appris comme ça, et puis là, il reste côté rythme, côté technique, côté variation vocale, instrumentale, ainsi de suite. Mais il y a des élèves, même ce qui est bien dans notre association, c'est que nous n'avons pas que des enfants. Nous avons à tout âge. Nous avons de 7 à 70 ans. Ça veut dire que c'est ouvert chez nous. Ça veut dire que le parent est là, s'il veut vraiment être intéressé par le dessin, par la musique classique, par la musique andalouse, il peut y aller avec son fils, avec la même famille. Elle se forme en elle-même. Et c'est ce qui est bien chez nous dans cette association. Et être formé, le but, c'est que de donner l'information à ce jeune talent, à ces jeunes musiciens. Et entre autres, si j'étais formé au niveau du conservatoire d'El Biar, c'est de donner quelque chose à ces élèves-là, le maximum, pour qu'il y ait une relève. Et ça, c'est le plus important. Redouane Ribou, il va y avoir une continuité. Et c'est ce qui est bien intéressant pour nous, parce qu'il ne suffit pas de reprendre uniquement la scène ou de donner d'un spectacle. Oui, certes, c'est bien beau de faire écouter la musique andalouse à certains gens qui aiment la musique andalouse, mais en parallèle, former, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour moi. Et ça, ce qui est bien. C'est un combat au quotidien. Oui, au quotidien, en plus, j'imagine que quand même, c'est une fierté pour vous d'être le flambeau, d'être la génération de demain. C'est l'autre responsabilité, donc c'est très lourd.
Donc, et c'est très, on va dire, vous savez, une fois on intègre une association telle que le Fkharjia c'est une association très prestigieuse aussi. Donc, une fois on est élu par l'ensemble des adhérents, c'est qu'il y a un moment donné, il y a l'effacement. Donc, ça veut dire que là, on est pour l'association, uniquement pour l'association. Et quand on vient d'une association, on va dire, qui a formé les plus grands artistes qui occupent le devant de la scène nationale, certes, ça nous met du poids, mais aussi ça nous encourage. Parce que nos aînés, ils nous ont fixé la barre très haute. Donc, et là, et on le sent ça. Donc, même en séance de répétition, sans forcément préparer une scène, on le vit au quotidien, le poids de l'histoire. Et d'ailleurs, je leur dis souvent, passer de notre association et votre avenir. Ça veut dire, puisqu'il est glorieux, votre avenir doit être aussi glorieux, prestigieux. Car c'est la double mission, conserver ce qu'on nous a été transmis par nos aînés. C'est un héritage très beau, majestueux, magique. Et la mission aussi, elle est très noble, à la hauteur de notre patrimoine. Oui, effectivement. Donc, en tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci pour ce soir. Merci. Donc on rappelle juste le lieu et la date. Le lieu, ce sera au musée Bardot ce soir à partir de 20h30. On invite tous les gens amoureux de la musique andalouse écoutant le Fkharjia et les Beaux-Arts d'Alger. Je remercie Amine, je remercie Mohamed Nour et leur président, Inch'Allah, Bitoul fi Amro, Nefil, Inch'Allah, Bitoul fi Amro. Et on remercie cette association de nous avoir invités dans cette soirée-là. Inch'Allah, une soirée agréable. Et merci pour l'invitation. Merci. Avec une petite promesse, on va dire, de quelques surprises agréables de notre patrimoine. Voilà, donc vous verrez, vous découvrirez ça ce soir. Inch'Allah. Monsieur Mézarer, merci. Merci à vous. Merci d'être là. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et surtout, je vous souhaite une très très belle soirée à vous et à tous les spectateurs qui seront là avec vous. Quant à moi, je vous dis que ça y est, c'est déjà fini. Bonjour d'Algérie est arrivé à la fin. Restez bien entendu toujours sur les programmes de Canal Algérie. Je vous dis bonne journée, merci et au revoir. Merci. Voilà,